Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de formation consacrée aujourd'hui à l'investissement boursier. Je me présente, je m'appelle Audrey Thiraud, je travaille dans l'équipe des produits de bourse de BNP Paribas. Et à mes côtés aujourd'hui pour animer ce webinaire, Aldo Sicurani, délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et clubs d'investissement, et Gérard Rampeau, directeur des programmes de l'École de la Bourse. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aborder les différentes options qui s'offrent à un investisseur particulier lorsqu'il souhaite investir en bourse et qu'il est français. Donc, nous parcourrons diverses questions, comme par exemple comment négocier des titres en direct. Faut-il investir sur son contrat d'assurance vie, sur son PEA, sur son compte titre? Dois-je opter pour une gestion déléguée ou bien personnelle de mes investissements? C'est à ces questions que nous nous proposerons en 30 minutes de répondre avec vous. Je vous rappelle, avant de commencer, que ce programme fait partie des webinaires du cycle Objectif Bourse, un programme de formation en 12 webinaires gratuits que nous avons élaboré avec différents partenaires experts de l'investissement boursier comme BFM Business, Euronext, Bourse Direct, la Fédération des investisseurs individuels et clubs d'investissement et également l'École de la Bourse. Ce programme a reçu le soutien de l'Autorité des marchés financiers. Je vous propose maintenant de commencer et je vais laisser la parole à Aldo. Aldo, que font les Français aujourd'hui pour investir en bourse? Alors, il faut savoir déjà, Audrey, que l'épargne des Français représente des sommes considérables. D'après les derniers chiffres de la Banque de France, au 30 juin 2015, c'était plus de 4 500 milliards d'euros. Donc, ce qui est, je vous le rappelle, 2 fois plus que la dette publique de la France. Donc, beaucoup d'épargne. Hélas, cette épargne est surtout placée soit sur des comptes bancaires pour largement plus de 1000 milliards d'euros, soit sur des produits d'épargne sans risque, comme le livret A par exemple. La bourse, l'investissement en actions ne représente qu'une fraction faible, même très faible de ce montant, puisque c'est 4%. Quand on parle de bourse, dans ce cas-là, c'est des investissements en direct, les gens qui achètent et qui vendent des actions. Si on prend en compte les placements collectifs, soit à travers l'assurance vie, soit à travers les SICAV ou PCVM, c'est évidemment plus important. Mais ça reste quand même relativement marginal. D'accord. Alors combien de Français finalement détiennent des actions en direct? Alors, déjà, il y a plus de 10 millions de Français qui ont une épargne boursière au sens large, à travers des fonds communs de placement ou de l'assurance vie ou en direct. En direct, seulement 3 millions de nos concitoyens ont un portefeuille qu'ils gèrent soit par l'intermédiaire d'un gérant, soit eux-mêmes en direct. Donc c'est pas beaucoup, c'est un peu moins de 7% de la population adulte française en 2015. C'est 2 fois moins qu'il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années. Donc c'est un nombre qui s'est considérablement réduit. D'accord. Il faut savoir aussi que ce sont plutôt des gens relativement âgés qui investissent en bourse. Plus de la moitié sont à la retraite. Mais ce qui est relativement encourageant quand même, c'est qu'ils commencent à investir assez tôt. Environ 50% des Français achètent leurs premières actions vers l'âge de 40 ans. Ça montre bien qu'ils ont conscience que pour investir en bourse, il faut investir sur le long terme. Et c'est pas un investissement que l'on fait pour en tirer les fruits au bout de 6 mois ou au bout d'1 an. C'est vraiment une démarche à long terme. D'accord. Est-ce que vous diriez que ces Français qui investissent dans des actions ont raison de le faire? Est-ce que investir en bourse, acheter des titres aujourd'hui, est-ce que cela vaut vraiment la peine? Oui, ça vaut la peine. Si on regarde, Audrey, ici l'évolution du CAC 40, créé avec une base de 1000 points le 31 décembre 1987, on est à un peu plus de 4300 points. Si on retrace uniquement, si on prend uniquement le CAC 40 classique que nous connaissons tous, avec plus et les moins-values. Simplement, on a pu gagner de l'argent si on a investi régulièrement.
de l'argent dont on n'avait pas besoin de le retirer tout de suite. Par contre, on a pu perdre de l'argent en bourse si on est rentré sur des sommets de marché. En 2000, en 2007, en 2008, on n'a toujours pas retrouvé l'investissement qu'on avait réalisé. Donc, ma réponse est nuancée. Oui, on gagne à certains moments de l'argent en bourse, mais pas tout le temps. Et c'est pas parce qu'on reste des années qu'on va systématiquement gagner de l'argent. Ça dépend du moment où on est rentré, un moment plutôt favorable, et ça dépend si on a réussi à le faire de manière progressive. Voilà, c'est très important d'investir de façon régulière. Évidemment, si vous avez eu la malchance de mettre 100 000 euros en septembre 2000 ou en juin 2007 et que vous n'avez placé que ces 100 000 euros, je suis d'accord avec Gérard Rampeau, vous avez fait un mauvais investissement. En revanche, et c'est le cas de la plupart des épargnants, si vous placez régulièrement de l'argent, vous achetez quand c'est haut, mais vous achetez aussi quand c'est bas, vous bénéficiez des retournements de marché et parfois des rebonds, comme le montre très bien ce graphe, qui peuvent être très violents. De surcroît, il faut envisager l'investissement boursier dans sa globalité. L'investissement boursier, ce n'est pas uniquement des plus-values ou des moins-values, c'est aussi des dividendes que les entreprises versent à l'actionnaire et qui sont relativement généreux, même très généreux. Gérard parlait du CAC 40 tout à l'heure à 4300 points. Si vous prenez le CAC 40 dividendes réinvestis, vous êtes à plus de 10 000 points, donc x 10 en 28 ans, ce qui est un rendement moyen de l'ordre de 8%. Il n'y a pas ou très peu, en tout cas pas à ma connaissance, d'actifs, même immobiliers, qui ont de tels rendements sur une période aussi longue. D'accord. Alors, pour les personnes qui nous regardent et qui peut-être découvrent l'investissement en bourse, comment faire pour investir en bourse, acheter des titres? Alors, il y a un préalable, Audrey, c'est d'ouvrir un compte titre. D'accord. Et d'ouvrir un compte titre chez un intermédiaire, moi je rappellerai qu'il y a deux mots importants, parce que ouvrir un compte titre, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il faut qu'il y ait de la confiance et qu'il y ait de la durée. La confiance d'abord. Eh bien, bien entendu, du côté de l'investisseur, il faut qu'il réponde le plus précisément possible au questionnaire qu'on va lui demander, auquel on va lui demander de répondre pour dresser en quelque sorte son profil d'investisseur. Hein, combien de temps il dispose, quelle est l'importance des capitaux qu'il souhaite investir en bourse, quels sont ses objectifs, quel est le niveau de risque qu'il est prêt à accepter, à assumer. Ça, c'est une première chose. Mais pour que la confiance existe, il faut aussi, du côté de l'établissement bancaire, que celui-ci se montre loyal vis-à-vis de son client. C'est-à-dire que lorsqu'il lui propose un produit financier, eh bien, il ne met rien d'important. Il évoque, il en est de même pour les êtres humains. Nous avons du cholestérol, le bon et le mauvais. Le produit financier, il a aussi des bons côtés, des moins bons côtés, des avantages, des inconvénients. Rien ne doit être omis pour que l'investisseur ne soit pas surpris par l'évolution du produit financier. Donc une fois que la confiance est établie, on peut travailler sur le temps, sur le long terme, le moyen terme, et là on va construire quelque chose d'efficace et d'utile. Donc après avoir ouvert ce compte, après avoir établi un lien de confiance, après s'être engagé dans la durée, on va avoir la possibilité soit c'est le cas du plus grand nombre, déléguer la gestion de ces placements financiers à des professionnels, des sociétés de gestion qui regroupent des professionnels qui finalement ont une expertise qu'ils mettent au service de ceux qui leur confient une partie de leur épargne. Ou alors, c'est une autre possibilité, on peut décider de gérer soi-même, de s'autogérer. Et Aldo Sicurani confirmera ici que c'est à la fois exaltant et difficile, parce qu'il faut prendre ses décisions tout seul. Absolument, absolument. Et nous, à la Fédération, nous les encourageons à le faire. D'accord, donc il existe plusieurs comptes sur lesquels on peut négocier des titres. Absolument. Il existe d'abord le classique compte titre, qui est symbole de liberté. On a le droit d'acheter ce qu'on veut sur un compte titre, des obligations, du monétaire, des titres en direct, des OPCVM, des produits de bourse. On est totalement libre, mais on a une contrainte qui est la contrainte de la fiscalité qu'Aldo Sicurani évoquait dans un webinaire spécialisé sur cette fiscalité. Ça, c'est le compte titre. En parallèle, on a la possibilité d'ouvrir un PEA ou un PEA-PME. Là, c'est la liberté surveillée. En quelque sorte, on n'a pas le droit de tout acheter à l'intérieur d'un PEA ou d'un PEA-PME. On va voir ce qu'on a le droit d'investir, dans quelle famille de titres on a le droit d'investir. La contrepartie de cette liberté surveillée,
on va y revenir, c'est que la fiscalité est adoucie. Donc liberté totale dans un compte titre, mais sanction de la fiscalité, liberté surveillée, je n'ai pas le droit de tout acheter dans un PEA ou dans un PEA-PME, mais on y reviendra, sur le plan fiscal, je suis quand même bien traité. D'accord. Et quand on veut investir sur un PEA, je crois qu'il existe également différents types de PEA possibles. Oui, alors les PEA, on remonte en 1992 où effectivement on lance le PEA qui finalement prend la suite de toute une série d'autres systèmes, loi Meori, compte dépendant d'action. Et donc le PEA, il est créé en 1992. En fait, il y a deux PEA qui sont créés, le PEA bancaire ou le PEA assurance. On a le droit de n'en ouvrir qu'un seul. Et puis en 2014, lorsqu'on décide en quelque sorte de relancer la machine en créant le PEA PME, eh bien on rajoute deux possibilités. Si on a un PEA bancaire sur lequel on a apporté ou non jusqu'à 150 000 € d'épargne, on peut l'associer, ouvrir un PEA PME bancaire ou un PEA PME assurance. Si on avait ouvert au départ un PEA assurance classique, eh bien on a le droit de l'associer soit un PEA PME bancaire, soit un PEA PME assurance. Voilà, on a le droit d'en avoir que deux à la fois. Et bien entendu, à travers ces PEA, on va échapper à l'impôt sur le revenu, mais pas aux prélèvements sociaux, en cas de sortie des capitaux. Et concrètement, à quoi ressemble un PEA bancaire? Alors, un PEA bancaire, vous avez une partie titre et une partie espèce, puisque pour acheter des actions dans votre PEA, vous devez mettre au préalable des liquidités pour pouvoir acheter ces actions. Donc, sur la partie titre du PEA, vous pouvez acheter des titres, comme Gérard Ampeau vous l'a expliqué, des actions, en général, principalement des actions dans l'espace économique européen, ou alors des OPCVM, des fonds communs de placement, des SICAV, qui sont investis principalement en actions de sociétés européennes. Et vous avez ce compte espèce que vous pouvez alimenter au maximum à hauteur de 150 000 €, qui vous permet donc d'acheter des titres. Et quand vous vendez des titres, le fruit de la cession va alimenter ce compte espèce. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit là d'une enveloppe. Le PEA fonctionne en circuit fermé. L'argent que vous y investissez est destiné à y rester et vous avez un certain nombre de contraintes dans la façon dont vous pouvez sortir cet argent, puisque l'objectif du PEA, je le rappelle, c'est de l'investissement en long terme. Et avant d'investir sur mon PEA, pour l'ouvrir, quelles sont les conditions d'ouverture de ce compte? Alors, jusqu'à très récemment, vous deviez être d'abord résident fiscal français. Maintenant, depuis peu, vous pouvez ouvrir un PEA si vous êtes domicilié à l'étranger. En fait, c'est surtout pour pour permettre aux contribuables français qui quittent la France de pouvoir conserver leur PEA. Donc, vous devez être majeur. Vous devez être un contribuable. Si vous êtes majeur et rattaché au foyer de vos parents, vous ne pouvez pas avoir de PEA. Vous avez forcément un seul PEA par personne. Donc pour un couple marié, vous pouvez avoir en fait 4 PEA, 2 PEA classiques bancaires et 2 PEA PME. La date d'ouverture part au compte à partir du premier versement. Beaucoup de gens en fait ouvrent des PEA pour prendre date parce qu'ils savent qu'il y a une enveloppe fiscale intéressante. Donc ils n'ont pas forcément les moyens ou l'envie encore d'investir en actions, mais ils ouvrent un PEA en y versant 500 ou 1000 € et ils l'alimenteront de façon plus conséquente plus tard quand ils auront les moyens financiers de le faire ou ils estimeront avoir les compétences pour le gérer eux-mêmes. Vous ne pouvez y mettre que des liquidités, vous ne pouvez pas transférer des titres que vous avez sur un compte titre dans votre PEA. Vous êtes limité à 150 000 € pour le PEA classique et vous êtes limité à des titres de sociétés ressortissantes de l'espace économique européen, donc tous les pays de l'Union européenne, pas uniquement de la zone euro, tous les pays de l'Union européenne
plus la Norvège et le Liechtenstein. La Suisse, qui fait partie de l'espace économique européen, n'est pas éligible pour tout un tas de raisons un peu particulières. Ça va peut-être changer à l'avenir, mais pour l'instant, les sociétés suisses ne sont pas éligibles au PEA. C'est pour ça que quand Lafarge a été rachetée par Holcim, les détenteurs de PEA ont dû sortir leur titre du PEA. Et des SICAV et des fonds communs de placement investis à 75% en actions éligibles au PEA. Donc ça fait quand même une certaine latitude, une grande latitude d'investissement pour l'épargnant. Très bien. Mais si je comprends bien, on a donc des titres qui vont être autorisés dans le PEA et des titres qui vont être interdits. Absolument, absolument. Donc les titres autorisés, je rappelle très rapidement, les actions cotées de l'espace économique européen, les actions non cotées, si vous avez par exemple vous-même ou un ami créé une entreprise et que vous voulez mettre vos parts dans un PEA, à la hauteur évidemment limite de 150 000 euros, vous pouvez le faire. Des OPCVM investis à au moins 60%, 75% pour les SICAV, toujours en action de l'espace économique européen. Des ETF, ce qu'on appelle communément les trackers, qui vous permettent aussi que vous pouvez mettre dans votre PEA, des OPCVM monétaires spécifiques au PEA, des droits préférentiels de souscription, quand par exemple une société que vous avez en portefeuille procède à une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription, vos DPS peuvent rester dans le PEA, ou des actions gratuites quand une entreprise que vous avez dans votre portefeuille distribue à ses actionnaires une action gratuite ou plusieurs, elles peuvent rester dans le PEA. Donc on a bien compris les titres qui étaient autorisés dans le PEA, merci Aldo. Mais pour les titres interdits alors il y en a un certain nombre. D'abord, les titres qualifiés de démembrés, soit les droits de vote, soit les certificats d'investissement, mais aussi les titres qui sont les bons de souscription sont interdits dans les PEA, ainsi que les titres de type immobilier, je pense au SCI, au SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, et au SIC, les sociétés d'investissement immobilier cotées, qui ont été autorisées à une période il y a déjà quelques années, et donc les titulaires de PEA qui les possédaient à l'époque bénéficient de la clause du grand-père, c'est qu'ils ont le droit de les garder, mais si vous n'en aviez pas à cette époque-là, vous n'avez aujourd'hui plus le droit d'en acheter. Des obligations dans un PEA classique, vous n'avez pas le droit d'en acheter, et puis on rappellera que si vous détenez des actions dans votre plan d'épargne d'entreprise ou votre PERCO, vous n'avez pas le droit de les apporter dans votre PEA, c'est bien normal, Aldo nous l'a dit tout à l'heure, et je ne fais que le répéter, on ne peut alimenter notre PEA ou notre PEA PME qu'avec des espèces. Et puis je crois qu'il faut une petite précision quand même qui est importante, dans le PEA, vous ne pouvez acheter vos actions qu'au comptant. Vous ne pouvez pas acheter vos actions en différé par le service du règlement différé. Donc vous êtes obligé d'acheter vos actions au comptant. D'accord. Et on a passé en revue les différents types de PEA. On a vu qu'il existait le PEA PME. Comment on différencie un PEA classique d'un PEA PME ? Tout simplement par les titres que vous pouvez y mettre. Et puis aussi par les sommes que vous pouvez y investir. Dans le PEA PME, le plafond est limité à 75 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Et puis ensuite, vous ne pouvez y mettre que des titres dits éligibles, c'est-à-dire des titres de valeur de taille moyenne, entreprises intermédiaires, des valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'euros, dont la taille du bilan est inférieure à 2 milliards. Donc il y a un certain nombre il y a une définition très précise, ce serait un peu trop long de rentrer dans le détail, mais Euronext publie une liste des valeurs éligibles, donc il est quand même sage d'aller consulter cette liste pour savoir si vous mettez une société dans votre PEA PME, elle est éligible. Très souvent aussi, l'intermédiaire financier vous indique si cette valeur est éligible ou pas.
Donc, mais autrement, sorti de cette limitation-là, les règles fiscales et de fonctionnement du PEA-PME sont rigoureusement identiques à celles du PEA et donc procurent les mêmes avantages pour peu que l'on garde ces titres un certain temps. Que rajouter de plus, Aldo? Effectivement, qu'on peut cumuler un PEA bancaire avec un PEA PME, ce qui nous donne un plafond d'investissement extrêmement élevé, 225 000 euros pour une personne et 450 000 pour un foyer fiscal, donc c'est des sommes tout à fait considérables. Depuis peu, dans le PEA PME, c'est une nuance qui est tout à fait récente, on peut investir dans des obligations via des SICAV et des fonds communs, ou des obligations convertibles, des obligations remboursables en actions. Il s'agit bien de financer les entreprises de taille moyenne, soit à travers des actions, soit à travers des obligations. C'est la seule nuance que j'apporterai. Et puis peut-être, en guise de conclusion provisoire, moi je suggère simplement sur le simple plan de la fiscalité, de rebaptiser le plan d'épargne en actions comme le paradis pour les épargnants en actions. Très bien. Merci Gérard Ampeau, responsable des programmes de l'École de la Bourse. Merci Aldo Sicurani, délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et clubs d'investissement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions, retrouver ce webinaire ou l'un des 11 autres webinaires qui font partie du programme Objectif Bourse. L'un d'entre eux sera d'ailleurs dédié à la fiscalité et animé par Aldo Sicurani. Si vous voulez également tester vos connaissances et simuler un investissement en bourse via le portefeuille virtuel qui est mis à votre disposition dans le cadre d'Objectif Bourse par Bourse Direct, vous pouvez retrouver tout cela sur le site internet du programme Objectif Bourse, www.objectifbourse.fr. Merci.